Mon invitée du jour est une informaticienne. Elle est passionnée d'art, de musique, de littérature, de culture et sa plus grande passion, c'est le cinéma. Scénariste et productrice dans l'audiovisuel, elle est très active dans la sphère culturelle de Kinshasa. C'est l'une des femmes les plus curieuses et libres d'esprit que j'ai la chance de côtoyer. Alors, on est prêt? Et action! Moi, je suis le fruit de l'éducation de femmes. J'ai été élevé par ma mère et mes sœurs, et parce qu'on est de cette génération dont le père était très occupé, il sortait très tôt le matin, il rentrait très tard le soir. Et donc, toute l'éducation et la culture qu'on a reçue vient principalement de femmes. Ça fait que j'ai toujours été un défenseur de la femme par défaut. Et donc, quand j'analyse la société, la situation de notre société actuelle, qui a l'air coincé. On a l'impression que ça bloque quelque part, qu'il y a un problème d'engrenage qui est bloqué quelque part. Et je me dis que, je le pense, la femme peut jouer un rôle extrêmement intéressant et important dans le déblocage de notre situation si elle arrive à définir clairement et jouer son rôle pleinement. Que ce soit une armée, une équipe, un ensemble cohérent du moins, ne peut pas prétendre à une victoire en utilisant moins de la moitié des effectifs, parce qu'il paraît que nous, les femmes, sommes plus nombreuses que vous. Donc, c'est pas possible, tout simplement. Donc, si on veut gagner, il faut mobiliser tout le monde. Donc, déjà, les femmes ont obligatoirement, indéniablement, un rôle à jouer. La question que je me pose, est-ce que d'emblée, en venant au monde, tu es garçon, tu as le rôle A à jouer. Tu es fille, tu as le rôle B à jouer. Mais je ne suis pas tout à fait certaine de cette dichotomie très tranchée entre les personnes. Je ne suis pas en train de dire que oui, il y a des demi-sexes ou pas. Non, ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire. C'est plutôt en termes de rôle, en termes d'aspiration, en termes de capacité des personnes. Parce qu'à mon avis, avant d'être un homme, avant d'être une femme, on est d'abord des citoyens. Nous sommes d'abord du genre humain. Donc, en tant que personne, qu'est-ce que tu apportes à ta société? Qu'est-ce que tu apportes à ta famille? Qu'est-ce que tu apportes à ta communauté? C'est d'abord ça la première question, avant de se dire « je suis un homme, je suis une femme ». Aujourd'hui, on a l'impression que le rôle de la femme se limite au rôle qu'elle joue dans la vie de l'homme. Plus forcément, tu vois, comme étant un être humain, un citoyen qui doit apporter à la société, mais qui doit apporter à l'homme. Et ça, je crois que ça restreint toutes même les capacités qu'une femme peut avoir à quelle est sa capacité de servir un homme. Et ça vient de l'éducation déjà. Les femmes sont éduquées pour être expertes à la cuisine, à faire le ménage, à même élever les enfants. C'est déjà quand elles sont petites qu'on leur donne ce genre de responsabilité, pendant que le garçon est dehors en train de s'amuser. Et elles sont comme ça presque endoctrinées à presque des robots qui savent que tous les 25 prochaines années de ma vie, je vais devoir me préparer à avoir de la valeur pour un homme. Et ça, je crois que ça nous dévie même de l'auto-accomplissement qu'une femme pourrait avoir. Je vais procéder un peu comme les caricaturistes. Diane n'existe pas. Je n'ai aucune identité intrinsèque. Je n'existerai qu'à partir du jour où un de tes frères m'aura passé la bague au doigt et que je lui aurai donné des enfants. Là, alors, je serai Madame Intel, ma mère de X, Y, Z. Je trouve ça violent vis-à-vis des femmes que de leur dire que vous n'existez pas. Ta vie n'aura de sens que lorsque tu auras donné vie à d'autres personnes et que tu auras de la valeur dans les yeux d'un homme. Comme tu dis, ta vie ne se limite pas à toi, ta relation avec toi-même, ta relation avec ton accomplissement personnel, mais ça se limite à ce que les gens pensent de toi. Et je vois tellement de femmes qui ne vivent jamais qui ne vivent pas pour elles. Que ce soit même nos mères qui ont prétendu se battre pour les enfants. À aucun moment leur vie ne démarre réellement. Elles vivent par procuration. Oui, et ça, je trouve que c'est mal. Je trouve que ça réduit notre société. Pourquoi je reviens toujours à dire que la femme, pour moi, est le pilier de la société, c'est que la femme transmet la culture.
pendant que nos pères sont à l'extérieur, parce que pour la plupart aussi, ils ne savent pas comment on élève, ils n'ont pas fini d'être des adolescents et ils se retrouvent déjà avec autant de responsabilités. Pour la plupart, c'est difficile. Tu me tends trop bien la perche là. Je ne peux pas m'empêcher de citer Youssoupha dans Polaroid d'expérience. J'ai l'impression d'être devenir vieux sans avoir jamais été adulte. C'est exactement ça. Et pendant ce temps-là, les mamans font du mieux qu'elles peuvent. Mais elles transmettent l'éducation, elles transmettent les valeurs, elles transmettent les principes aux filles et aux garçons et elles bâtissent la société. Donc je pense que si les femmes ne trouvent pas leur voie, on est mal barré. On ne va pas s'en sortir. Exactement. Donc en fait, en même temps, lorsque tout à l'heure je disais que les hommes comme les femmes, avant de se demander si je suis une bonne femme, est-ce que je suis un bon mari, devraient d'abord se définir en tant que membre de la société. Bien entendu, mais ça ne veut pas dire que les uns vont prendre la place des autres ou que nous sommes des égaux. J'ai envie de dire, nous sommes peut-être des équivalents, je ne sais pas si le terme vaut mieux. Nous sommes complémentaires avec chacun ses spécificités, avec chacun ses capacités qui peuvent être utilisées au mieux. Et le fait est que, oui, on ne va pas changer la nature. Je veux dire, l'être humain est avant tout un animal et la nature fait que ce sont les femmes qui portent la vie. C'est un fait, c'est comme ça, on ne choisit pas, c'est comme ça. Je vois beaucoup, je prends l'exemple de nos mères, de nos mamans qui ont, pour la plupart ou pour certaines d'entre elles, beaucoup souffert de leur vie de couple, de leur mariage. Et il y a un vrai problème, je pense, d'indépendance de la femme. La femme n'arrive pas à être indépendante de l'homme. Et si elle n'est pas indépendante, elle reste à la merci. On doit trouver les moyens d'inspirer, d'éduquer les femmes à pouvoir se prendre en charge physiquement, matériellement, financièrement ou même simplement mentalement. J'ai l'impression que beaucoup de femmes ont peur, par exemple, que dans un mariage avec un homme qui te trompe, c'est contre tes principes. Mais tu vas aller où s'il décide qu'il est fâché, qu'il te chasse de la maison? Tu n'iras nulle part parce que tu n'as pas appris à prendre soin de toi, à te prendre en charge. Résultat, beaucoup de femmes restent dans un mariage 35 ans en disant que c'est pour les enfants que je l'ai fait. Mais au fond, c'est parce qu'elles avaient peur de faire le grand saut dans le vide. Et j'ai l'impression que même la loi n'est pas du côté des femmes généralement quand il s'agit vraiment d'avoir des disputes et des conflits. Je pense que la prison, elle est d'abord là. Elle est là parce que nombre de femmes qui soient, par exemple, battues ou quoi, c'est pas un problème financier. Elles auraient pu partir et continuer à vivre parce que financièrement indépendantes. Mais il y a la famille, il y a la société. Et le regard des autres. Ils vont dire quoi? Une femme mariée, t'es partie. Est-ce qu'il t'a chassé? Non, mais il m'a tapé, il m'a cassé le bras. Est-ce qu'il t'a chassé? Non, attends, moi j'ai sauvé ma peau et vous me demandez s'il m'a chassé. Non, mais attends, il s'occupe des enfants. Oui, il s'occupe des enfants. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et ça, c'est dans ta famille, ce sont tes collègues. Ce sont vraiment les gens de ton entourage qui vont te tenir un tel langage. Au finish, tu finis par douter de ta propre douleur. Donc, c'est vraiment une prison, avant tout mentale, mais l'équation est vraiment multidimensionnelle. C'est au niveau individuel, la prison dans laquelle on s'enferme nous-mêmes, le carcan idéologique, religieux, les usages, les habitudes. Et puis, il y a voilà, l'entourage, les familles, le chantage psychologique qui va avec, et tout ça, de dire que tu ne seras plus respecté parce que tu ne seras plus respectable en tant que personne, vu que tu n'as plus de mari. Parce que de toute façon, tu n'existes pas. Tu perds ton mari, tu perds ton identité, tu arrêtes d'exister et ça crée une peur. Tu es venu du néant, il t'a amené à l'existence et tu retournes au néant. C'est multidimensionnel. À mon avis, pour pouvoir s'en sortir, c'est une question de processus. Voilà, dont on en parle aujourd'hui, on en parle autour de nous. Peut-être que si ça peut germer dans la tête d'un enfant que nous élevons
qui peut-être demain fera les choses différemment. Ça passe aussi par nous parce que on est facilement aveugle en fait à la douleur de quelqu'un qui nous est proche. On va vraiment facilement fermer les yeux. Et là, je ne parle pas seulement des femmes maltraitées, battues ou quoi. Il y a des gens qui sont en souffrance. On se rend bien compte que cette personne a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais très peu vont avoir ce courage-là d'approcher et dire « Mon ami, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. » Ça vient avec un peu l'hypocrisie de notre génération aussi. On est la génération du paraître. Oui, tu sais que tu peux compter sur moi. Mais le jour où tu m'appelles, ah mais j'ai pas le temps, tu sais, là je suis au bureau. Hein. Mais tu peux compter sur moi, quoi. Tu sais que tu peux compter. C'est n'importe quoi. On est cette génération. Et ça fait que tout le monde se renferme. Hein. Plus personne ne peut être vulnérable, personne ne peut... Tout le monde doit projeter une image parfaite. Et on est presque prêt à vivre malheureux, et ça je vois ça avec beaucoup de femmes. Tu protèges ton mariage tant qu'il renvoie aux autres une image de bonheur et de perfection. Tu es prête à rester malheureuse toute ta vie. Et j'ai aussi l'impression qu'on a réussi à faire croire aux femmes ou à les convaincre qu'elles n'ont pas droit forcément au bonheur. Qu'elles peuvent se contenter, comme tu dis, d'avoir... C'est une utopie. Oui, tu vois, elles peuvent se contenter d'avoir un mari qui élève les enfants, un mari qui prend soin de vous. C'est toi qui es la première femme de toute façon, même s'il a une licorne ou à l'extérieur. Non, on ne la connaît pas. Oui, tu vois, que c'est ok, tu n'as pas le droit de réclamer plus, tu n'as pas le droit de vouloir plus. Ça ne te suffit pas, tu exiges trop, tu es trop exigeante. Quand je compare les garçons et les filles, comment ils grandissent jusqu'à la fin de l'adolescence, disons jusqu'à 20 ans, je remarque que les garçons sont généralement beaucoup plus ouverts d'esprit, plus ouverts au monde, à la connaissance, à diverses choses, et qui sont beaucoup plus passionnés. Facilement, ils aiment quelque chose, ils aiment d'autres choses, ils ont envie d'essayer des choses, ils développent des compétences. Mais que la jeune fille ne développe pas son intellect, ne développe pas sa personne, son identité, ne fait pas le parcours de découvrir qui elle est à travers ce qu'elle veut faire pour la société. Mais à mon sens, c'est pas la faute de la jeune fille, c'est la faute de nous qui aujourd'hui élevons ces jeunes-là en lui disant « Non, de toute façon, toi, ce que tu dois apprendre, c'est à tenir un ménage. » À faire la vaisselle, la lessive, pouvoir tenir les comptes, faire les courses et tout ça. Tu sais, si tu n'es pas forte en maths, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. Mais toi, le garçon, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu comprends pas dans les maths? Bon, il te faut des cours de rattrapage. Ok, on te trouve un prof pour des cours de soutien et tout. Ça va aller, mon petit. Tu vas t'en sortir. Comment vous voulez que cette petite fille, elle s'en sorte en maths? Tout ce que tu lui enseignes, c'est à faire la lessive. Tandis que le petit garçon, s'il a des soucis en maths, tu lui trouves un prof de maths pour faire des cours supplémentaires à la maison. On parle de parité. Pour moi, la parité ne devrait pas être genre, oui, voilà, on aura 50% d'hommes, 50% de femmes. Non. Ça doit être 50% de chance au départ. Et la résultante de 50% d'effectifs à peu près, je veux dire balancés dans les différents secteurs, ne sera que la résultante des chances égales qui auront été données aux gens. Et après, les gens, ils vont faire des choix selon leur goût, leur capacité, tout ça. Je ne pense pas qu'on doive avoir pour objectif d'avoir absolument 50% d'hommes et 50% de femmes dans tous les secteurs. Non! Mais si on met tout le monde dans les meilleures conditions pour réussir dès l'enfance, bah, les quotas vont se faire d'eux-mêmes. Hein. Les quotas, exactement, ça va se balancer, mais pas forcément en ayant 50-50 à chaque fois. Tu auras peut-être 60-40 dans la catégorie A, 70-30 dans une catégorie B et tout ça. Donner la chance aux gens, dès le départ, leur donner ce droit de faire des choix selon leur bon vouloir et en s'accordant avec leurs capacités. Ne dites pas à une petite fille qu'elle ne peut pas être ingénieure civile et n'empêchez pas
un petit garçon qui veut, je ne sais pas moi, être danseur professionnel, de le faire. Et je crois que même notre société, vraiment la RDC en tant que nation, elle perd tellement parce que elle étouffe le potentiel. Imagine toutes ces jeunes femmes qui seraient les plus brillantes de leur domaine, mais qui sont malheureusement étouffées dans l'œuf. Et ce qui fait que là où elles devraient avoir leur place, il y a un homme moins qualifié, il y a un homme moins compétent, il y a un homme qui est à cette place. Donc imagine même en termes simplement de productivité en tant que nation, tout ce qu'on perd parce qu'on ne donne pas à tout le peuple les mêmes chances. Et quand bien même il y en a une qui arrive à tirer quelque peu son épingle du jeu, il y a une question d'attitude. Tu parlais du fait que les garçons prenaient plus de risques, ils osaient faire des choses en n'ayant pas trop peur d'échouer, en se disant parce que de toute façon ils vont réussir après. Oui. C'est une attitude qui n'est pas très souvent cultivée auprès des femmes. Tu n'as qu'une seule chance, quand tu la rates, c'est pas très bien pour toi. Et donc, elle aurait pu faire quelque chose, mais elle ne veut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle se sent tellement bien là où elle est. Pourquoi est-ce qu'elle se ferait harakiri potentiellement pour quel gain? Non, je préfère mon... Ouais, là, je suis bien, là, je suis bien. Je suis bien. Mais je pense que, déjà, moi je suis pour la révolte. Moi j'aime quand ça barde. Oui, moi je suis pour tout raser et que les choses recommenceraient avec sur de nouvelles bases qui vont rééquilibrer les choses. Je pense qu'il doit y avoir une révolte chez les femmes. Les jeunes filles elles-mêmes doivent avoir une vraie révolte. Parce que la révolte elle est encore un peu endormie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi je me dis simplement, je me mets vraiment d'un point de vue masculin. Pourquoi les hommes trompent aussi facilement les femmes pour moi? C'est que la femme que tu as à la maison, si tu fais bien le calcul, elle ne vaut pas plus que ta bonne. Parce que tout ce qu'elle apporte dans ta vie, c'est ce qu'une bonne pourrait apporter. En plus, une bonne, ça coûte moins cher. Hein. Tu vois. Donc, si tu te dis, je vais en vacances 6 mois, est-ce que ma maison va sentir mon absence? Ou bien est-ce que la bonne et la nounou vont suffisamment pallier à mon absence pendant 6 mois? Si ta réponse est oui, on ne va pas sentir que je suis parti pendant 6 mois. C'est qu'est-ce que tu apportes, par exemple? Donc, moi, j'ai une femme qui a une vraie valeur ajoutée dans ma vie, que j'ai peur de perdre parce que je sais que je ne vais pas en trouver une autre comme elle. Je vais me tenir à carreau quand même. Et je crois que les hommes n'ont plus peur parce que les femmes n'ont pas investi dans leurs propres valeurs. Malheureusement, je vais te donner totalement raison. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur mon avenue. Comme on dit, les Oudjana, elles étaient 2. Il y en a une qui dit à l'autre, tu sais que tu me dois un sucré. L'autre qui dit, Mikolo Naza Monzemba Nampiaka. Déjà à son âge, tous ses revenus viennent d'un homme, qui n'est pas son père, bien entendu. Il y a un souci. Ce souci-là, ce n'est pas seulement les jeunes filles, c'est d'abord nous, les parents. Qu'est-ce qu'on lui a inculqué à cet enfant? Tu es belle, c'est son corps, c'est sa beauté, et ça ne va pas durer, donc il vaut mieux qu'elle capitalise au maximum. Et on est dans une société macho, c'est les hommes qui font la société. Et même quand on parle de parité, d'émancipation, moi je crois que c'est une grosse arnaque que les hommes ont inventée pour... Tu vois, et parité veut dire que, écoutez, vous êtes faible, mais on va faire comme si vous n'êtes pas si faible que ça. On va vous montrer que vous avez la même valeur que nous. On le fait que pour des êtres réellement faibles. Pour moi, c'est une grosse arnaque parce qu'on est dans une société macho où l'homme a tout intérêt que la femme reste en bas. Moi, je te donne un exemple avec moi. Je suis le plus occidentalisé apparemment dans ma façon de penser, mais dès que je suis en couple, c'est bien, tu pousses ta copine à vouloir entreprendre, à vouloir être indépendante. Dès qu'elle commence à avoir de vraies initiatives qui l'exposent un peu plus, tu es moins à l'aise, tu as envie quand même, non, écoute, je vais te trouver un truc. Au fond, il y a une grosse disparité entre la théorie on veut que les femmes se développent, mais au fond, on a peur qu'elle soit une compétition pour nous-mêmes, qu'on a peur que les femmes soient capables de nous regarder dans les yeux et de nous dire « je ne suis pas d'accord avec toi ». Tu utilises le bon mot, la peur. Les hommes ont peur et pour moi, ça traduit un gros mal-être intérieur qui est qu'au fait, on ne s'assume pas autant qu'on voudrait bien le prétendre.
Comment peux-tu faire confiance à une femme qui brille à côté de toi? Peut-être parfois même un peu plus que toi. Comment peux-tu lui faire confiance si d'abord tu n'as pas confiance en toi-même? Je dis qu'en fait, il y a une crise identitaire. La crise identitaire, ce n'est pas seulement les femmes, c'est surtout les hommes aussi. Écoutez, on dit aux hommes que vous êtes les chefs du foyer, mais n'est pas chef qui veut, mais uniquement est chef qui peut. Est-ce que tu as le potentiel d'être un chef? Si tu n'as pas toutes ces qualités-là, papa, essaie de te bonifier. Oui. Cultive-toi. Tu n'auras plus peur. Coupé.